Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui, même en virtuel. Aujourd'hui, donc, on va parler du statut étudiant entrepreneur. Donc, c'est un statut qui a été élaboré parce qu'il y a eu un constat selon lequel plusieurs étudiants, en fait, nous avons plusieurs étudiants entrepreneurs qui disposent d'une idée de projet, qui ont déjà monté leur entreprise et qui sont encore étudiants et qui ont déjà des fournisseurs, des clients, quelques petites activités. Et donc, ces étudiants entrepreneurs, malheureusement, n'ont pas beaucoup d'encouragement ou bien de ce qu'on peut dire, leur travail n'est pas très bien valorisé. Donc excusez-moi, donc aujourd'hui c'est la première fois que je suis en live, en direct avec Facebook, donc il y a eu quelques complications techniques, c'est pour ça qu'en fait il y a eu un petit retard. Donc pour voir un petit peu quel est ce statut étudiant-entrepreneur. Donc ce statut étudiant-entrepreneur, c'est un statut qui privilégie ou bien qui donne des avantages spécifiques, c'est un statut particulier qui va être donné aux étudiants entrepreneurs. Alors, vous avez tous qu'il y a beaucoup d'étudiants qui participent à des compétitions nationales, des compétitions internationales. Des compétitions nationales et internationales, là où ils étaient finalistes, là où ils ont présenté des idées innovantes. Plusieurs étudiants entrepreneurs ne continuent pas cette aventure-là parce qu'ils ne trouvent pas effectivement les conditions favorables pour justement continuer et voire même créer leur entreprise, que ça ne se limite pas justement à une compétition, à un pitch, à une présentation d'un BMC, un Business Model Canvas, mais que ça aille encore plus loin. Ces étudiants entrepreneurs, des fois, on voit qu'ils sont un peu pénalisés par le système universitaire, à savoir, ils sont pénalisés lorsqu'ils ne sont pas tout le temps présents dans leur cours, et ça, on le sait, quand il y a des étudiants qui participent à l'étranger, qui participent à la compétition, ou bien qui ont besoin d'aller aller en dehors de l'université, de voir si effectivement il y a des clients et des fournisseurs potentiels pour leur projet. Donc, ils ont été pénalisés d'une façon ou d'une autre dans le sens où, effectivement, ils n'ont pas été, ou leur travail n'a pas été valorisé. Autre chose, on sait tous qu'on vit dans une famille, dans une société où la famille a son mot à dire dans l'avenir de ses enfants, même s'ils sont des étudiants. Donc, le fait d'avoir toujours cette société autour de soi, de nous dire à chaque fois de penser à l'entrepreneuriat, de penser à monter son projet après le diplôme. Que, étant étudiant, il vaut mieux effectivement réfléchir, se concentrer sur ses cours, se concentrer sur son diplôme, sur ses notes, d'avoir de bonnes notes, tout simplement. Et que l'entrepreneuriat et le fait d'essayer de monter quelque chose en parallèle, en extra universitaire, pourrait effectivement avoir un impact négatif sur le résultat universitaire, le résultat de vos études, effectivement. Donc, je présente tout d'abord la problématique en fait et le constat pour bien comprendre la portée effectivement de ce statut-là, la portée en matière de résolution et en matière d'avantages qui vont être accordés à ce statut-là. Alors, le statut étudiant-entrepreneur, donc comme je viens de le dire, est un statut qui accorde des avantages spécifiques seulement aux étudiants entrepreneurs. Donc, bien évidemment, ce ne sont pas tous les étudiants tout étudiant qui a une idée de projet qui va avoir ce statut-là. Il va y avoir un appel à candidature, bien évidemment. Suite à cet appel à candidature, il va y avoir une sélection des étudiants qui portent des projets et les étudiants dont le projet est le plus innovant ou selon critères de faisabilité ou d'innovation ou de maturité, donc auront ce statut-là. Alors, ce statut, en fait, pour ne pas être trop long, ce statut comporte trois niveaux. Il y a le statut étudiant-entrepreneur initiateur, il y a le statut étudiant-entrepreneur innovateur et le statut étudiant-entrepreneur promoteur. Alors, c'est quoi la différence entre ces trois statuts? Alors, le premier statut, étudiant-entrepreneur initiateur, c'est lorsque un étudiant, en fait, a une idée de projet, mais il n'a pas encore réalisé son projet. Donc, j'ai juste une idée de projet.
je suis très confiant en tant qu'étudiant et je pense que c'est une idée qui peut justement et qui est très faisable et qui peut justement impacter. Donc, je soumets mon idée à cet appel-là et effectivement, j'ai besoin d'avoir ce statut afin de pouvoir bénéficier des avantages du statut étudiant-entrepreneur. En ce qui concerne le statut étudiant-entrepreneur innovateur. Alors, innovateur, c'est à un échelon plus haut, donc c'est un niveau plus haut. C'est dire que c'est un étudiant qui a dépassé l'idée du projet, mais qui a carrément fait, par exemple, un prototype de son idée-là, de son idée, ou bien il a carrément monté une étude une faisabilité technique ou une faisabilité justement commerciale. Donc là, c'est pour le niveau statut étudiant entrepreneur innovateur. En ce qui concerne le troisième niveau, le statut étudiant entrepreneur promoteur. Alors promoteur, ça concerne les étudiants qui ont déjà leur entreprise. Figurez-vous qu'il y a plusieurs étudiants entrepreneurs qui ont monter leur projet, qui ont un statut justement de leur entreprise et qui carrément emploient quelques étudiants ou quelques justement diplômés avec eux qui sont dans leur start-up ou leur entreprise et qui commencent carrément à facturer à des clients. Donc, ils vendent leurs services aux clients ou bien ils ont des fournisseurs aussi. Donc, pour cette catégorie-là, il y a plus d'avantages, bien évidemment, pour le statut étudiant promoteur, par exemple. Alors, quels sont les avantages? Alors, les avantages, en fait, tout d'abord, ce sont les avantages académiques qui, de mon point de vue, ce sont les avantages les plus intéressants puisque c'est un avantage qui est donné par l'établissement universitaire et qui ne peut pas être trouvé en dehors de l'université comme les autres avantages, à savoir l'avantage formation et accompagnement, avantage d'accès à des espaces ou des ressources matérielles ou le quatrième genre donc l'avantage d'appui dans la recherche des sources de financement. Donc la première catégorie des avantages, ce sont les avantages académiques. Donc pour les avantages académiques, pour ces étudiants entrepreneurs, pour ceux qui ont le statut étudiant entrepreneur, donc on va leur voir accorder des avantages académiques. Ces avantages-là, tout d'abord, ce sera le PFE. Alors, le projet de fin d'études, lorsque un étudiant entrepreneur a son projet, a le droit, effectivement, de déposer son projet comme un projet de fin d'études. Donc, il ne sera pas obligé de partir faire un stage dans une entreprise, si dans cette entreprise-là, il arrive justement à tester son produit, si je peux dire, à tester son service, mais ça doit être en relation avec son projet d'entreprise. Bien évidemment, donc on n'est pas contre. Donc l'idée, en fait, c'est de présenter son projet comme un projet de fin d'études et là, il doit le soutenir à la fin de l'année et il doit être validé, effectivement, pour pouvoir réussir. Donc ça, c'est très important et ça a été vraiment demandé par les étudiants entrepreneurs avec qui nous avons eu plusieurs réunions, une réunion focus group pour voir un petit peu quelles sont leurs attentes de l'université, quelles sont leurs attentes, comment on peut les aider, comment on peut justement contribuer à ce que l'étudiant entrepreneuriat soit vraiment réussi. Donc l'idée c'était la première demande c'était que ce soit le PFE, que ce soit leur projet peut être présenté en forme de projet de fin d'études. Alors la deuxième demande et ce qui a été accepté et a été considéré comme un avantage académique, c'est la flexibilité dans l'emploi du temps. Et là, en fait, on ne veut plus pénaliser les étudiants qui ont ce statut-là. Donc, on est sûr qu'ils ont leur projet, que s'ils n'arrivent pas à assister à tous les cours, donc c'est parce qu'ils ont des empêchements, ils ont des engagements à l'extérieur, en dehors des murs de l'université, mais que ça, réellement, ça ligne parfaitement avec les activités de son projet.
bien évidemment. Donc là, il y a une flexibilité de l'emploi du temps qui est accordée aux étudiants entrepreneurs pour qu'ils ne soient pas pénalisés ou éliminés dans certaines matières. Donc ça, c'est très important. Alors, en ce qui concerne par la suite les avantages académiques, donc on a parlé du projet de fin d'études, on a parlé de la flexibilité du temps, de l'emploi du temps, bien évidemment. Et troisièmement, ça concerne tout ce qui est matière transversale. Alors, j'explique. Alors, afin de valoriser tous les efforts fournis par les étudiants dans le cadre de leur projet à eux. Donc, on a décidé en fait de substituer ou de valoriser leur travail en fait dans le cadre d'une matière transversale. Alors, je donne un exemple pour que ça soit un peu plus clair. Exemple, dans votre établissement, on enseigne ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale ou culture d'entreprise ou entrepreneuriat tout court, peu importe le nom, mais c'est une matière qui fait référence à l'entrepreneuriat. Pour les étudiants entrepreneurs, ils ne sont pas tenus d'assister à ce cours-là. Mais en ce qui concerne les notes, puisque c'est un cours, effectivement, en ce qui concerne les notes, donc ces notes-là vont être, il va y avoir une note sur l'état d'avancement du projet de l'étudiant et qui va être justement comptabilisée dans cette matière-là. Alors, je répète, peut-être c'est pas très clair pour tout le monde, donc je répète. En ce qui concerne la valorisation des matières transversales, tout établissement peut considérer une des matières transversales, par exemple, technique de communication, culture entrepreneuriale, culture entreprise, entrepreneuriat, peu importe le titre, c'est à l'établissement de juger quel module ou quelle unité donc qui peut être en relation avec l'entrepreneuriat et où l'étudiant est entrepreneur peut ne pas assister, bien évidemment, mais sachant qu'il doit avoir une note dans cette matière-là, cette note-là va provenir de l'évaluation de l'état d'avancement de son projet. Donc, ce point-là, il est très important dans le sens où effectivement il y a une valorisation et là, effectivement, l'avancement et tous les efforts fournis par cet étudiant dans le développement de son projet va être valorisé et comptabilisé dans sa moyenne générale. Donc ça, c'est très important aussi. Alors, et puis finalement, il y a une mention, ce qu'on appelle la mention étudiant-entrepreneur. Alors, la mention étudiant-entrepreneur, c'est que l'établissement peut mettre justement cette mention-là sur le supplément du diplôme de l'étudiant entrepreneur. J'explique. Lorsque un étudiant entrepreneur qui a le statut étudiant-entrepreneur a son diplôme, donc il a terminé son cursus universitaire, il a son diplôme. Alors dans le diplôme, il y a un supplément où il y a toutes les matières et toutes les compétences acquises. Il peut avoir justement une mention statut étudiant-entrepreneur. Nous avons remarqué en fait dans plusieurs études que les étudiants entrepreneurs ou ceux qui participaient le plus dans les compétitions étaient qui avaient plus de chances d'être recrutés, même si finalement n'arrivent pas à monter leur entreprise ou changent carrément de trajectoire et choisissent plutôt d'avoir une expérience dans une entreprise avant de lancer leur propre projet. On a remarqué que ces étudiants-là étaient à 100% employables. Donc le fait de mettre cette mention-là sur le supplément du diplôme, c'est en fait c'est donner plus de chances à la personne en question d'avoir un emploi, bien évidemment, s'il veut changer complètement de carrière d'entrepreneur vers un intrapreneur. Voilà, donc au sein d'une entreprise. Donc ce sont là les avantages académiques. Alors je répète, pour les avantages académiques, c'est le projet qui est considéré, le projet de l'étudiant entrepreneur qui est considéré comme un projet de fin d'études. 2, c'est la flexibilité qui est accordée dans l'emploi du temps des étudiants entrepreneurs. Donc, ils ont cette flexibilité dans l'emploi du temps. Ils peuvent sortir et voir leurs fournisseurs et leurs clients, participer à des formations, des certifications, participer à l'échelle nationale ou internationale dans les compétitions. Alors, la matière transversale, donc il y a une valorisation de leur projet dans le cas d'une matière transversale. Donc, ils sont notés sur l'état d'avancement de leur projet et comptabilisés dans leurs notes et moyennes générales. Et puis, il y a la mention statut étudiant qui est marqué dans le supplément, dans le diplôme de l'étudiant entrepreneur. Donc, c'est très, très important. Et sincèrement, à mon avis, les avantages académiques, c'est les avantages qui ont été plus demandés
par les étudiants entrepreneurs. Je passe maintenant pour une autre catégorie d'avantages. Alors, les avantages d'accompagnement et de formation. Alors, accompagnement et formation, c'est que ces étudiants entrepreneurs ne vont pas être lâchés dans la nature, donc ils vont être suivis et accompagnés. Nous avons choisi en termes d'accompagnement, un accompagnement en fait entre deux profils différents. Alors, il y a le professionnel et il y a l'académique, très important. Donc, il aura un double mentor, un double mentoring, donc un mentoring professionnel et un mentoring académique. Alors, chaque étudiant va avoir un coach au sein de son établissement pour un service de proximité, pour être suivi de près tous les jours s'il le faut dans son établissement, d'accord? Et puis, il aura un mentor professionnel, c'est un mentor que l'établissement, donc à travers un centre de développement de carrière, à travers un département qui appartient à l'établissement, va chercher le mentor professionnel qui répond le mieux aux besoins de cet étudiant entrepreneur, qui répond au mieux aux besoins du projet de l'étudiant. Tout ceci, c'est pour dire que finalement, il y aura double mentor, donc le mentor professionnel et le mentor académique. Alors, je continue pour l'accompagnement et la formation. Il y aura aussi des formations, on voudrait que ce soit des formations hebdomadaires, donc chaque semaine, il faut qu'il y ait une formation selon le besoin des étudiants entrepreneurs. Donc, ils vont être regroupés, ces étudiants entrepreneurs, et vont recevoir justement des formations que ce soit dans le pitching, que ce soit dans tout ce qui est marketing, digital marketing, dans tout ce qui est business model canvas, etc. Tout dépend de l'état d'avancement du projet de l'étudiant entrepreneur et surtout je suis en train de lire les commentaires en même temps, c'est pour ça que vous me voyez des fois, j'interromps un peu la discussion. Donc, et de voir effectivement s'ils ont besoin de telle ou telle formation. Par exemple, on peut être un ingénieur, mais on n'a aucune connaissance de tout ce qui est partie juridique. Et c'est tout à fait légitime. Hein. On ne peut pas être expert en tout. Donc effectivement, votre établissement va vous fournir des formations d'initiation, de voir comment on peut monter son entreprise juridiquement, quelles sont les premières étapes à faire, etc. Donc là, c'est très important qu'il y ait des formations et un accompagnement. Et je redis et je le dis, ce sont des formations et des accompagnements personnalisés, donc selon la demande de ce groupe d'étudiants entrepreneurs. C'est très important. Alors, il y a bien évidemment des formations, mais pourquoi pas des certifications. Il y a des certifications aussi qui sont offertes aux étudiants entrepreneurs afin donc justement de renforcer leurs compétences et leurs acquis dans leur cursus universitaire, de donner une couche supplémentaire de professionnalisation, donc de certifier ces compétences-là pour justement avoir plus de chances de réussir leur projet. Alors là, c'était les avantages donc de formation et d'accompagnement. Je répète, donc il y a un accompagnement par deux mentors, un mentor académique sur place à l'intérieur de l'établissement et un mentor professionnel à l'extérieur un mentor professionnel qui va être dans le même domaine que le projet de l'étudiant entrepreneur. Deuxièmement, c'est tout ce qui est formation et certification pour renforcer la capacité de ces étudiants entrepreneurs. Alors, chaque étudiant entrepreneur qu'il a une certaine limite dans un domaine ou un autre, dans une expertise ou autre, donc il va avoir cet appui-là pour renforcer ses compétences et ses capacités. Alors, je passe à l'avantage. Le troisième avantage, c'est tout ce qui est avantage d'accès aux ressources matérielles. Alors, l'accès à ces ressources-là, donc, c'est tout simplement un coworking space. Donc, il doit y avoir un espace pour que ces étudiants entrepreneurs se rassemblent et peuvent se partager, en fait, et construire
chacun sur l'idée de l'autre, c'est très important. Un entrepreneur ne peut pas être seul, donc il doit partager son idée avec les autres afin d'enrichir son idée, de rectifier s'il y a à rectifier, de réadapter, de réajuster selon les feedbacks qu'il aura donc dans le cadre de cet espace-là. Donc c'est très très important d'avoir un espace qui rassemble tous les entrepreneurs pour qu'ils ne soient pas vraiment lâchés tout seuls et pour avoir effectivement les formations et les certifications nécessaires dans cet espace-là. Autre chose, c'est qu'il y a certains étudiants entrepreneurs qui ont demandé un accès au laboratoire et au centre de recherche. Et là, il faudrait que effectivement l'établissement fasse une convention avec les centres et les laboratoires de recherche pour justement permettre aux étudiants entrepreneurs d'y accéder et d'utiliser certains équipements ou certains équipements ou bien certains logiciels ou peu importe pour justement tester leurs services, tester leurs produits. Et là, c'est très important aussi d'avoir cet accès-là. Donc là, ça concerne l'accès l'accès aux ressources matérielles. Alors quand on parle aussi coworking space, on parle aussi de Fab Lab. Aujourd'hui, les Fab Labs existent un peu partout et c'est très important d'avoir un Fab Lab dans le coworking space parce que là, on peut passer au prototypage des produits, donc du projet de l'étudiant entrepreneur et ça facilite énormément la tâche à l'étudiant entrepreneur. Alors, puis par la suite, on passe aux avantages d'appui dans la recherche des sources de financement. Alors, on sait très bien que pour un étudiant entrepreneur qu'il aille chercher les fonds tout seul pour essayer de lever des fonds pour son projet, c'est très difficile, c'est pas évident du tout. Et c'est pour ça qu'on a voulu justement qu'il passe par une structure. Et cette structure-là, c'est elle qui porte justement la responsabilité de trouver des business angels, par exemple, organisés avec les étudiants entrepreneurs, une réunion, un pitching devant des investisseurs potentiels, d'inviter donc tous les bailleurs de fonds en fait qui s'intéressent au financement des petites entreprises, des startups. Donc c'est très important qu'il y ait une structure qui joue ce rôle-là de rapprocher un petit peu ces étudiants entrepreneurs avec tout l'écosystème justement contribue ou bien finance ce genre d'activité. Donc ceci est très important. Alors je récapitule, donc il y a les avantages académiques, les avantages de formation et d'accompagnement, les avantages d'accès aux ressources matérielles et les avantages d'appui à la recherche de sources de financement. Donc ces 4 types d'avantages ne sont pas tous donnés aux étudiants entrepreneurs. Tout dépend, en fait, le degré de bénéfice de ces avantages-là dépend du statut de l'étudiant entrepreneur. Je donne un exemple. Lorsque un étudiant a un statut étudiant entrepreneur initiateur, ce qui veut dire que c'est un étudiant entrepreneur qui dispose d'une idée de projet, on ne va pas lui accorder, par exemple, tous les avantages qui ont été présentés plus tôt. Donc ce sont des avantages beaucoup plus qui concernent quelqu'un qui a juste une idée, c'est-à-dire ce n'est pas une personne avec laquelle on va commencer carrément l'appui dans la recherche des sources de financement, ce n'est pas une personne à qui on va donner une flexibilité dans l'emploi du temps parce qu'il a une idée de projet, ce n'est pas normal. Donc par contre, pour un étudiant entrepreneur promoteur, celui qui a déjà son entreprise, il a tous les avantages que je viens d'énumérer plus tôt. Parce que en fait, c'est une personne qui est arrivée à un stade où elle a son entreprise, mais sauf qu'elle a une casquette d'étudiant. Et donc, on doit justement lui donner le plus possible pour qu'il ait davantage et de conditions favorables pour que réellement il réussisse dans son entreprise. Donc, ces avantages-là, ils existent pour tous les statuts, sauf qu'à des degrés différents d'un statut à un autre. Initiateur, innovateur et promoteur. Tout dépend du degré d'avancement du projet de l'étudiant. Alors, ce statut-là, il est accordé pour une année. Au bout d'une année, l'étudiant, on évalue un petit peu l'avancement du projet de l'étudiant pour voir si on peut reconduire ce statut-là pour l'année d'après.
Donc, ce n'est pas un statut qui est donné et qui est un statut irrévocable. Ce n'est pas le cas, donc on va à chaque fois évaluer, enfin à chaque fois, c'est une fois par an, on va évaluer l'état d'avancement du projet, si l'étudiant est réellement sérieux dans ce qu'il a entrepris, s'il a réellement essayé et fourni tous les efforts possibles pour réussir son projet. Alors, si c'est le cas, on reconduit bien évidemment le statut, on revoit carrément le niveau de son statut. Si c'est un étudiant qui était statut étudiant entrepreneur innovateur et il veut passer à un niveau supérieur, donc à lui accorder plus d'avantages, donc il doit y avoir une évaluation de son projet, l'évaluation de tous ses efforts pour voir si cette personne-là, effectivement, peut avoir et répond au statut, aux critères d'éligibilité du statut étudiant-entrepreneur promoteur. Alors, qui a le droit à ce statut-là? Tous les étudiants ont le droit à ce statut. Peu importe si ce sont des étudiants en première année, licence, première année ingénieur, master, doctorat, peu importe. Tant qu'ils sont étudiants, ils ont le droit de postuler, de participer à ce programme-là. Alors, de quelle filière? Peu importe. Ça peut être un étudiant en médecine, un étudiant en ingénierie, un étudiant en sciences humaines, en management, peu importe la spécialité et le background de l'étudiant. Tant que c'est un étudiant, il a le droit de soumettre son idée et de demander ce statut étudiant-entrepreneur à son établissement. Donc, c'est effectivement, donc je répète, c'est un statut qui dure une année. Il est possible de reconduire le même statut après évaluation de l'avancement du projet, ou bien carrément de passer au niveau supérieur du statut si l'étudiant a bien avancé dans son projet. Alors, le passage d'un niveau à un autre, si par exemple, moi, en tant qu'étudiant entrepreneur initiateur, pour passer à étudiant entrepreneur innovateur, qui est le deuxième niveau, il faut que mon business, mon plan de faisabilité soit clair et soit prêt. Il faut qu'il y ait eu un prototypage si je propose un produit. Donc là, je passe de l'idée vers quelque chose de plus concret, vers une étude beaucoup plus approfondie de l'idée. Donc là, je peux passer de l'étudiant initiateur vers l'étudiant entrepreneur innovateur. Alors, de l'innovateur vers le promoteur lorsqu'il y a création de l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Donc, si moi, j'ai le statut innovateur et je constitue ma société, je constitue mon entreprise, à ce moment-là, je passe à l'étudiant entrepreneur promoteur pour pouvoir justement bénéficier des avantages qui correspondent à ce statut-là, qui sont tous les avantages énumérés tout à l'heure, donc tous les avantages académiques, tous les avantages d'accompagnement et de formation, tous les avantages d'accès aux ressources matérielles et aussi tous les avantages d'appui pour la recherche des sources de financement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, donc s'il vous plaît, pour avoir le statut. Alors, il faut que l'établissement, en fait, alors là, je vais parler plus des étapes en fait à effectuer par l'établissement en question pour pouvoir faire profiter ces étudiants de ce statut-là. Alors, l'établissement doit faire en fait un conseil scientifique en interne pour justement juger tout d'abord quelle matière va être substituée au profit justement de ces étudiants entrepreneurs. Donc là, ça revient aux avantages académiques. Donc, il faut revoir tous les avantages académiques dans le cadre du conseil scientifique de l'établissement en question. Donc, il faut que l'établissement soit porteur de ce projet, porteur de ce statut, en accordant les avantages justement académiques qui sont très importants. Donc, les avantages académiques, c'est que l'établissement en question, il est d'accord pour considérer le projet de l'étudiant entrepreneur comme un projet de fin d'études.
c'est que le conseil scientifique de l'établissement soit d'accord pour accorder une certaine flexibilité pour ses étudiants entrepreneurs, pour que le conseil scientifique soit d'accord pour qu'il considère une matière transversale comme étant la matière dans le cadre de laquelle les étudiants entrepreneurs seront notés, alors qu'ils ne seront pas justement présents dans cette matière, mais ils seront notés sur l'état d'avancement, et que le conseil scientifique, en fait, désigne des encadrants académiques, ou ce qu'on appelle des mentors académiques, qui vont avoir une formation au préalable pour pouvoir coacher les étudiants entrepreneurs et leur fournir le service de proximité de mentoring au sein de leur établissement. Alors, bien évidemment, si ceci est fait avec plusieurs établissements, donc s'il y a plusieurs établissements, il serait préférable d'avoir un coworking space qui rassemble différents étudiants de différents profils. Bon, si ce n'est pas le cas, donc l'établissement sera effectivement le faire dans ses locaux. Donc, en fait, ce qui est bien en fait dans ce statut-là, c'est d'avoir différents étudiants de différentes spécialités dans un seul espace, ayant des formations, partageant leurs idées. Et nous avons remarqué dans notre phase pilote avec l'université de Carthage et l'université de Sfax, par exemple, qui étaient dans la phase pilote, donc c'était les deux universités qui ont appliqué effectivement le statut étudiant-entrepreneur, le fait d'avoir un seul espace là où on trouve plusieurs étudiants de différentes spécialités, de différents niveaux aussi, première année, des doctorants, etc. En fait, ça a créé une richesse et les idées, en fait, ont complètement changé. Alors, ceux qui sont venus avec une idée, où ils ont été, à qui on a accordé un statut étudiant-entrepreneur sur une idée bien précise et qu'au bout, ils ont changé, en fait, à la fin, ils ont changé leur idée parce qu'ils ont entendu une autre idée et qu'ils se sont associés à d'autres étudiants entrepreneurs. Donc il n'y a pas de souci, on garde toujours le statut parce que l'idée ce n'est pas de pénaliser, mais c'est de détecter et d'identifier les pépites, c'est-à-dire les vrais étudiants entrepreneurs qui ont cette vocation et qui ont cette fibre entrepreneuriale, et de la promouvoir et l'entretenir pour que ça, justement, ça débouche vers une... C'est ce qu'on veut, en effet, donc à la création d'une entreprise. Donc, peu importe si le statut il est donné sur une idée qui a été jugée innovante et que par la suite cet étudiant entrepreneur change d'idée, il n'y a pas justement de problème s'il change d'idée. Donc, le statut est toujours maintenu pour cet étudiant-là. Alors, à qui s'adresser pour avoir le statut? Alors, pour avoir le statut, il faut qu'il y ait un appel à candidature par l'organisation, en fait. Alors, dans le cadre des établissements publics, ce sont les centres 4C, donc ce sont les centres de carrière et de certification des compétences, et plus précisément ceux qui sont au niveau de l'université, qui lancent un appel à candidature pour les étudiants. Tous les étudiants des établissements qui se réfèrent justement à l'université en question. Donc, le 4C de cette université lance un appel à tous les étudiants soumettent leurs idées de projet. Ceci se passe sur www.4c.tn. D'accord? Et bien évidemment, par la suite, il y aura une sélection des étudiants et attribution du statut étudiant-entrepreneur à ces étudiants-là. Et il faut bien évidemment que ces étudiants-là viennent des établissements qui ont jugé, voilà, qui ont adopté le statut étudiant-entrepreneur. C'est-à-dire qu'en tant qu'université, puisque c'est l'université qui va être dans le comité de sélection, et bien évidemment avec d'autres partenaires de l'écosystème entrepreneurial, et qui va accorder ce statut-là aux étudiants. Il faut que ce statut-là, il faut qu'il soit appliqué au niveau de l'établissement d'où provient l'étudiant, bien évidemment. Donc c'est très important que l'établissement de l'étudiant en question adhère et porte le projet, et ce en accordant et surtout les avantages académiques. C'est très important. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, on me demande la forme juridique pour une start-up. Donc, ce n'est pas. On me demande si c'est une société anonyme, donc SA. Donc, pas spécialement. Bah, normalement, ce n'est pas une SA. Hein. Normalement, c'est ou une SUARL ou une SARL. Donc, mais ça, c'est vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas le but ultime pour nous, c'est réellement on crée cette initiative d'entreprendre. On nous pose toujours la question, quelle est l'idée derrière ce statut-là? Quel est l'objectif? Comment vous pouvez mesurer en fait, comment vous pouvez mesurer l'impact de ce statut-là? En fait, l'impact, nous, on le mesure par l'adhésion des établissements, par l'adhésion des étudiants, le nombre de statuts en fait accordés aux étudiants entrepreneurs, c'est très important, et le nombre de formations, d'accompagnement, etc. Parce qu'en finalité, et comme partout dans le monde, hein, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la Tunisie, mais le taux de création réel des entreprises suite à ce genre de programme n'est pas important. N'est pas important en matière, je parle quantitativement, donc c'est un nombre qui n'est pas très important, sauf que l'impact derrière, ça ne se mesure pas par le taux de création, mais ça se mesure par le renforcement de ces étudiants-là. C'est donc ces étudiants qui ont justement chercher à s'améliorer, à prendre le défi, à croire en eux-mêmes, à aller, aller vers l'avant, de chercher, d'aller en dehors et de sortir de l'université et de voir ce qui se passe ailleurs. Donc c'est ce qu'on veut en fait promouvoir, c'est cette initiative, cette prise d'initiative, c'est le mindset de l'entrepreneur, c'est la culture entrepreneuriale carrément, c'est le fait d'aller chercher l'information, de croire dans ses idées, de persévérer et de pitcher, de parler, de partager et d'avoir ce sens de l'écoute pour voir un petit peu pour voir un petit peu les feedbacks sur les différents services ou produits. Donc c'est ce qu'on veut en fait inculquer à nos jeunes, cet esprit entrepreneurial. Après, s'il y a création réelle, ça serait vraiment, ça serait merveilleux, ça serait vraiment avoir deux outputs très important, c'est d'avoir des diplômés qui ont cet esprit entrepreneurial et qui sont très demandés même sur le marché de l'emploi, hein. C'est très important, mais aussi des entreprises au bout du diplôme, et là, ça serait vraiment magnifique. Alors, on me demande qu'est-ce que je dois faire pour avoir le statut étudiant entrepreneur, donc Khawla Habouria, donc en tant qu'étudiante en dernière année. Alors, il y a des étudiants qui sont en licence aujourd'hui en dernière année, mais qui comptent faire un master. Donc, le fait d'avoir cette casquette d'étudiant vous permet, puisque c'est le seul critère d'éligibilité pour candidater à ce statut, c'est être étudiant. Après, dans le critère de sélection, avoir une idée innovante. Et là, ça sera plutôt un critère de sélection. Mais le critère d'éligibilité, c'est être étudiant. Et c'est justement à l'université de lancer cet appel-là. Voilà. Alors, si vous avez des questions, posez-les. Je suis encore... donc, je peux justement répondre à vos questions. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu réellement maintenant un apprentissage, puisque... alors, on me demande, y a-t-il... Alors, Boshra, Mouchima, y a-t-il un lien entre le label Startup Act, donc je suppose, et le statut étudiant-entrepreneur? Et justement, j'allais en parler pour dire que nous avons en fait une très belle expérience vécue par le PIC, hein, le pôle étudiant-entrepreneur de Carthage. Donc, c'est l'espace où les étudiants entrepreneurs de l'université de Carthage se retrouvent pour les formations, pour le mentoring, etc. Et un des étudiants entrepreneurs, une équipe des étudiants entrepreneurs a eu un pré-label de Startup Act. Donc, bien évidemment, et là, c'est aussi une réussite pour nous, puisque on pense que nous avons justement permis à cet étudiant, qui est de l'ENI Carthage, donc à cet étudiant-là, on lui a permis justement d'accéder à ce label. Et c'est très important. Alors, Khawla Habouri, si mon institut ne fait pas l'appel à candidature et je suis en deuxième année master, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, c'est l'établissement qui doit adhérer d'abord. Parce que pour pouvoir bénéficier des avantages académiques, seul l'établissement peut vous donner
ces avantages académiques. Donc, il y a une administration, donc il y a l'administration de votre établissement qui doit justement juger utile d'avoir ce statut parmi ses étudiants et d'adhérer aux avantages académiques et de les accorder à ses étudiants. Donc ça, c'est très très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y a eu bien évidemment, alors ces centres-là aujourd'hui, vous pouvez visiter le PEEC, la page Facebook PEEC, alors P-E-E-C, Pôle étudiant entrepreneur de Carthage, où il y a des webinaires aujourd'hui, puisque à cause du Covid, donc on continue la formation aux étudiants entrepreneurs et on a même ouvert en fait des webinaires pour même ceux qui ne sont pas des étudiants entrepreneurs. Donc, il est possible de suivre ces formations, c'est très important. Il y a aussi, pour l'université de Sfax, il y a le PEES, P-E-E-S, donc Pôle étudiant entrepreneur Sfax. Donc, il faut visiter ces deux pages Facebook pour voir un petit peu comment ça se passe et mieux comprendre. Alors, on me demande si le projet doit forcément être dans la spécialité. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, quand on vous soumettez votre... c'est Bouchra Bouchrima qui me pose la question. Donc, lorsque vous déposez en fait votre projet, lorsqu'il va y avoir un appel à candidature et vous allez soumettre votre projet, quand on va évaluer et on va sélectionner votre projet, on ne va pas vous demander si ça correspond à votre parcours académique, oui ou non. Donc, pour nous, en fait, c'est l'idée. L'idée qui doit être une bonne idée, qui doit être réellement innovante. Belrif Ben Saïd, alors le problème c'est le financement, le crédit accordé par l'État n'est pas suffisant. Alors il y a toujours ce problème de financement qui est tout le temps remis. Moi ce que je dis c'est que il ne faut pas penser au financement. S'il y a eu des entreprises, s'il y a eu un financement, c'est que le financement existe. Il faut avoir la bonne idée. On ne peut pas financer une mauvaise idée, c'est clair. On ne peut pas se dire, moi j'ai une idée, il faut que ça soit financé coûte que coûte. Non, il faut que l'idée montre effectivement sa valeur ajoutée par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une idée innovante pour pouvoir trouver le financement. Moi, je peux vous dire que le financement n'est pas un problème. Lorsqu'on a une bonne idée, défendable, une idée innovante, le problème de financement n'existe pas. Hein. La preuve en est que, par exemple, comme je viens de le dire, le Startup Act, un étudiant qui a un pré-label de Startup Act, donc c'est quelque chose de très important et qui va lui donner justement un accès au financement, un accès très facile justement. Donc ça c'est très important. Donc il ne faut pas, quand on veut commencer en tant qu'entrepreneur, il ne faut jamais penser au financement. Il faut d'abord comprendre le problème auquel vous apportez une réponse. Donc, il ne faut pas aussi avoir juste une idée, il faut que l'idée réponde ou résout un problème qu'on vit tous les jours. Alors, et plus l'idée arrive à répondre à ce problème, plus c'est facile par la suite de trouver un financement. C'est très important de réfléchir et de se concentrer sur la solution que sur le financement. Le financement viendra tout seul si l'idée est vraiment bonne. Si c'est un groupe d'étudiants qui ont une idée, est-ce que le statut est donné à chacun d'eux? Très très bonne question. Donc Bouchra, c'est en fait quand il y a un groupe d'étudiants, et on sait très bien en fait qu'il y a que c'est pas seulement un étudiant qui a une idée, c'est généralement 2 ou 3 étudiants qui sont autour d'un projet et qui veulent justement réaliser leur rêve et avoir une entreprise à eux, un projet, une start-up à eux. Et bien effectivement, le statut est accordé à chacun d'entre eux. Donc, chacun, en fait, ce groupe-là va soumettre, donc dans le statut, il ne faut pas que ce soit plus que 4 étudiants. Dans la note de la circulaire, dans la circulaire, il ne faut pas que ce soit plus que 4 étudiants sur la même idée. Donc, et chacun aura les mêmes avantages. Chacun aura les mêmes avantages du statut accordé. Donc, s'il y a un statut étudiant, entrepreneur, initiateur, donc ils auront tous les mêmes avantages. Si ce va être les avantages de l'étudiant, entrepreneur, innovateur, pareillement. Donc, on va mettre dans quel niveau? On va les mettre pour accorder un statut étudiant, entrepreneur, mais ils auront tous le même niveau du statut, que ce soit initiateur, innovateur ou promoteur. Une bonne question. Je remercie tous ceux qui m'ont remercié. J'espère que j'étais claire.
Effectivement, j'étais claire donc dans la présentation. Je m'excuse, au début, c'était en fait, j'ai eu quelques petits soucis techniques, donc je m'en excuse et j'espère que la prochaine fois, ça sera dans de meilleures conditions. Mais le plus important, c'est que le message a été transmis et était clair pour tout le monde. Et si vous avez des questions, vous pouvez peut-être par la suite continuer à envoyer des messages. Merci à tout le monde et j'espère vous revoir dans un autre, peut-être probablement dans un autre, peut-être exposé sur une autre thématique. Voilà, merci beaucoup.